semaine décryptée par nos éditorialistes. Après le massacre de Oula, celui d'Al-Kébir, une cinquantaine de personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées. Un massacre qui met encore une fois en lumière l'impuissance de la communauté internationale. Kofi Annan avoue l'échec de son plan et veut un nouveau groupe de contact incluant la Russie et l'Iran. La présence de l'Iran est-elle acceptable pour les Occidentaux? Voilà la question que nous poserons à nos invités. Ils sont de retour sur la place Tahrir, les révolutionnaires. Ils dénoncent la présence au second tour de la présidentielle d'Ahmed Shafik. Vous voyez ici les images en direct de Tahrir. Ahmed Shafik qui fut le dernier Premier ministre d'Hosni Moubarak. La candidature de Shafik peut-elle être annulée? Si l'élection est annulée, quel avenir pour l'Égypte? Nous parlerons des élections législatives en France, c'est ce dimanche. Et puis la presse française s'interroge. Valérie Trierweiler, la compagne de François Hollande, peut-elle continuer à exercer la profession de journaliste? Cette semaine, nous sommes avec Yvan Rioufol. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes éditorialiste au Figaro, auteur de La fin du monde, et c'est aux éditions du Passy. Avec nous, Marc Semo. Bonsoir Marc, vous êtes le chef du service Monde au quotidien français Libération. Avec nous, Christian Mallard. Bonsoir Christian, vous êtes éditorialiste de politique étrangère à France 3, auteur par ailleurs d'un ouvrage intitulé Dans les secrets des maîtres du monde, et c'est aux éditions de La Martinière. Et avec nous, Ziad Limam, qui est le directeur du mensuel Afrique Magazine. Afrique Magazine qui titre ce mois-ci sur la dynastie Obiang, donc en Guinée équatoriale. Et pour ça, c'est la zone Maghreb, qui titre donc sur l'Algérie indépendance, 50 ans, 50 dates, retour sur un demi-siècle de feu. 15 mois de contestation en Syrie, plus de 13 000 morts, sans compter les disparus et les personnes maintenues en détention arbitraire. Et la communauté internationale qui reste impuissante. Rien ne se fera sans les Russes. Il faudra peut-être même compter sur l'Iran. Kofi Annan appelle aujourd'hui à un nouveau groupe de contact incluant Moscou et Téhéran. Je vous propose ensuite d'écouter l'ambassadeur russe à l'ONU. On entend des plaintes sur l'Iran, donc la solution est d'intégrer l'Iran dans les discussions et s'assurer que leurs activités sont en adéquation avec les nôtres. Nous qui voulons régler tout ça dans le calme. On entend l'Arabie saoudite et le Qatar parler sans se cacher de leur financement de l'opposition syrienne et de son armement, qu'on le veuille ou non. Mais puisque ce sont indéniablement des acteurs dans ce conflit, nous pensons qu'ils doivent être intégrés au processus de discussion. Marc Semo, c'est une bonne idée d'intégrer l'Iran dans ce groupe de contact? Cela semble à première vue un peu baroque. Déjà, ça serait bien d'arriver à intégrer la Russie et à ce que la Russie... qui s'était engagé effectivement sur le plan Annan, qui avait rédigé même le texte de résolution qui avait permis le déploiement des 300 observateurs prévus dans ce plan. Donc le plan Annan est moribond. Malgré tout, la présence des observateurs n'est pas totalement inutile, puisque au moins pour la première fois, il y a des témoins objectifs de ce qui se passe, donc qui au moins ont pu raconter ce qui s'était passé à Oula, et là qui pourront raconter, espérons-le, ce qui s'est passé à Al-Kébir. Mettre l'Iran dedans, c'est rajouter un peu de l'huile sur le feu, parce que l'Iran est non seulement un régime qui appuie à fond, peut-être beaucoup plus même que les Russes, le régime de Bachar el-Assad, et c'est en plus risqué de confondre la crise syrienne, qui est déjà extrêmement grave, avec en plus la question du nucléaire iranien. Est-ce qu'on peut imaginer un deal, justement, avec les Iraniens? Vous lâchez Assad et en contrepartie, on relâche un peu la pression sur le nucléaire iranien? Tout est possible, mais c'est surtout la garantie d'une paralysie de ce qui sera ce groupe de contact, parce qu'il faut voir les choses clairement face à cette impuissance de la communauté internationale, où il est possible effectivement d'arriver diplomatiquement à mettre les choses en mouvement, mais déjà avec les Russes, ce sera extrêmement difficile. L'alternative reste le fait qu'il y a eu un vote à l'Assemblée générale des Nations unies par 130 pays, ce qui est énorme, une écrasante majorité, condamnant le régime de Assad, appuyant le plan des Occidentaux et de la Ligue arabe, et d'une certaine façon, cela donne une légitimité, à défaut d'une légalité, puisqu'il faudrait dans ce cas-là un mandat du Conseil de sécurité, donc une légitimité pour une intervention internationale. Et on a vu que ça a été avec cette mécanique-là qu'il a été possible d'intervenir en son temps, en 1999, au Kosovo. Christian Mallard, on discute actuellement au Conseil de sécurité d'une nouvelle résolution contre la Syrie, peut-être une résolution sous chapitre 7. Est-ce que vous y croyez, ou une fois encore, on va voir le veto russe et le veto chinois? Il y a longtemps que je ne crois plus au Conseil de sécurité des Nations unies, puisqu'un veto paralyse tout. Donc je pense encore une fois, je ne cesse de redire, et je n'ai pas de pouvoir bien entendu, qu'il faut revoir le fonctionnement du Conseil de sécurité des Nations unies. Il faut tout remettre sur la table. Maintenant, je pense que ce que disait Marc a tout à fait raison. Moi, je pense que c'est les Russes quand même qui ont un grand rôle à jouer. Les Russes peuvent avoir une influence
sur les Iraniens, une influence sur la Syrie, mais je n'oublierai pas quand même que vendredi dernier, lorsque nous étions à l'Élysée, que nous avons posé la question à M. Poutine, devant M. Hollande, pour lui dire « Est-ce qu'une Syrie sans Bachar el-Assad, qui accepterait de préserver vos intérêts stratégiques, le Tartous, l'ancrage stratégique de la Russie, serait acceptable pour vous ?» La réponse de M. Poutine a été la suivante, il a tourné autour du pot, et vous les Occidentaux, regardez les erreurs que vous avez commises. Et il a commencé à nous dire, l'après-Kadhafi en Libye, nous en sommes responsables, on voit les résultats aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe l'après Moubarak? En gros, c'est, vous auriez mieux fait de garder des dictateurs, il parlait pour lui sans doute, vous auriez mieux fait de garder des dictateurs au pouvoir plutôt que d'avoir aujourd'hui cette vague déferlante d'islamistes, de salafistes, et ce qui attend la Syrie, en gros, ce qui nous a fait comprendre, l'après Bachar el-Assad, ça serait des frères musulmans. Et visiblement, il n'a pas envie d'avoir ce scénario. Ziad Imam. Je ne crois pas que les Russes sont totalement obsédés par le danger salafiste, ça je peux comprendre, vu que toute leur frontière sud est perméable à ces idées et qu'ils sont sur la ligne de front d'une espèce de... Enfin, dans la tête de Vladimir Poutine, une espèce de guerre comme ça entre l'Empire russe et les salafistes. Moi, je pense qu'ils ont surtout marqué d'énormes points stratégiques en montrant qu'ils étaient redevenus une puissance dans la région et qu'on ne peut rien faire sans eux. Et c'est la faillite du couple américano-européen qui ne peut rien faire sur le terrain. Donc voilà, on ne peut rien faire. On est obligé. On n'a pas perdu du temps aussi. On est obligé de discuter avec les Russes et les Chinois de la situation parce que nous, on n'arrive pas à la régler tout seul. La deuxième chose, c'est que ce qui se passe sur le terrain échappe quand même relativement aux calculs et aux discussions stratégiques et aux réunions. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de dynamique de violence qui prend le pas sur le terrain en Syrie. On voit très bien, les massacres se succèdent aux massacres, la fréquence des massacres s'intensifie. Il y a probablement de l'épuration ethnique dans certaines régions, il y a probablement la constitution de zones alaouites, sunnites, etc., qui sont en train de se faire. Il y a peut-être une troisième force qui échappe au gouvernement, ça c'est la nouvelle théorie. Il y a l'armée qui joue, il y a l'armée, les armées libres, par qui sont-elles armées, quel jeu joue. Tout ça échappe complètement aux stratèges à Washington, à Paris, à Moscou. Et enfin, ce qu'on a dit ici sur ce plateau, c'est que c'est des scénarios libanais qui sont en train de se mettre en place, où les grandes puissances font semblant d'avoir quelque chose à dire et elles défendent essentiellement des intérêts à très court terme. Yvan Rioufol, est-ce qu'on peut tout de même parler d'une toute petite inflexion russe? Parce que cette semaine, il a quand même dit, Vladimir Poutine, Christian, il a dit que ça pouvait se passer sans Assad, que Assad n'était pas une... C'est son vice-ministre des Affaires étrangères. Oui, mais lui-même l'avait déjà plus ou moins dit. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a une petite inflexion quand même du côté russe? La question qu'il faut se poser, c'est de savoir effectivement, et c'est la question que posent les Russes, notamment eux, c'est de savoir si Assad part, est-ce qu'une démocratie s'installera? Et on peut en douter naturellement. Il y a plus de chances que nous sommes face malgré tout à une offensive islamiste, à une offensive sunnite même, en tout cas qui laisse voir plutôt une dynamique islamiste qu'autre chose. Donc il y a la question qu'il faut se poser, la question de bon sens qu'il faut se poser, est de savoir si une intervention internationale ne risque pas ici comme ailleurs malheureusement, d'installer des islamistes plutôt que d'installer des démocraties. Et donc le fond du problème est celui-ci. Et là pour l'instant on est dans ce paradoxe de voir cette Syrie qui a tellement déstabilisé le Liban, de se libaniser elle-même. Et donc la question est de savoir aujourd'hui s'il n'est pas... Alors c'est une question épouvantable à formuler, mais s'il n'est pas préférable naturellement de laisser en place un despote qui martyrise son peuple, plutôt que de prendre le risque... Regardons les choses froidement. Si on était totalement... Plutôt que de prendre le risque de voir une région encore s'embraser et de se soumettre aux joues islamistes. n'est même plus capable de tenir son pays. C'est-à-dire aujourd'hui, on est dans une situation de chaos tel que, y compris Assad, avec toutes les horreurs et les crimes qu'il commet, lui-même est dépassé par une situation, il est dans l'engrenage d'une guerre civile générale, et il suffit de regarder simplement que si la communauté internationale était intervenue, ne serait-ce qu'il y a 6 ou 7 mois, alors que la rébellion était encore pacifique, alors qu'on était dans une situation totalement différente, cet engrenage ne serait pas actuellement comme il est aujourd'hui, avec une guerre civile, des massacres internationales. J'ai soutenu une intervention en Libye, j'avais même soutenu une intervention en Irak. Je suis bien obligé de reconnaître que les interventions en Irak et en Libye n'ont pas apporté la démocratie que nous espérions tous. Oui, mais Yvan Rioufol, ça met peut-être du temps aussi à s'installer, la démocratie, et puis le risque, c'est peut-être le prix de la liberté aussi. Ce n'est pas un objectif en soi, enfin, c'est une histoire
garde-fous, ce truc. Il faudrait que d'un seul coup, on passe par magie de dictatures qui sont installées depuis 50 ans à des jolis régimes parlementaires norvégiens où tout le monde discute avec tout le monde. Et je pense que ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est de dire attention, il va y avoir les islamistes. Le problème de la Syrie, il y a des islamistes en Syrie. Ils sont partout dans le monde arabe aujourd'hui. On peut pas les exclure de la scène. Mais le problème de la Syrie aujourd'hui, c'est pas la prise du pouvoir par les islamistes. Le problème de la Syrie aujourd'hui, c'est une guerre civile ouverte, confessionnelle, ethnique et religieuse et régionale. Je voudrais rajouter juste un petit mot pour apporter de l'eau au moulin de Ziad tout à l'heure. Par les pays sunnites environnants. Oui, et par les chiites, et par les chrétiens, et par les... Attendez, on s'entend plus. Je voudrais rajouter quand même qu'il faut avoir avec nous Poutine et pas l'avoir contre nous. Parce que Poutine, il est incontournable, sur le retrait des troupes françaises et autres de l'OTAN d'Afghanistan, qu'on le veuille ou non. Il est incontournable concernant le jeu avec l'Iran, il est incontournable par rapport à la Syrie. Donc je dis aujourd'hui, il faut avoir Poutine avec nous, discuter avec lui, voir jusqu'où il peut aller pour essayer de résoudre la situation sur le terrain. Ça, tout le monde a compris aujourd'hui que... Voilà. Il était indispensable. Alors maintenant, il y a encore d'autres acteurs qui viennent se greffer au dossier. Le seul problème, c'est qu'il y a une urgence du temps. La situation va de pire en pire, et justement, on a déjà perdu énormément de temps, et là, on est parti pour un scénario avec un risque de libanisation sur 15 ans. Il y a quand même une stupéfiante absence de leadership aux États-Unis, je trouve. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont en campagne électorale ou s'ils ont d'autres problèmes, mais que sur un dossier comme ça, Hillary Clinton fasse que du cousu humain, d'une prudence absolue, que son président ne s'exprime pas, alors que c'est quelqu'un sur lequel on avait quand même beaucoup de... Enfin, j'ai pas d'espoir, mais bon, je sais qu'Yvan nous dira que dès le départ, on savait que ça allait pas mener nulle part, mais on aimerait bien entendre la voix de l'Amérique, et on n'entend rien. C'est-à-dire qu'elle n'est pas présente, alors que c'est sa région, c'est sa zone d'influence majeure. Et si ça déborde au Liban, si ça déborde en Israël, c'est quand même... Mais Obama ne veut pas le moindre ennui avant les élections. On parle, si vous voulez bien, de l'Égypte, parce qu'il nous reste plus que quelques minutes. Alors justement, Yvan Rioufol, c'est aussi un peu la même problématique, j'ai envie de dire, en Égypte. C'est soit l'armée, soit les piliers de l'ancien régime, soit c'est les islamistes. Oui, c'est désolant à nouveau. Chacun avait espéré, et en Tunisie et en Égypte, avec ces images de la place Tahrir, de voir effectivement ce mouvement de démocratisation de ces pays-là. Et tout le monde a espéré, et moi le premier, que cela advienne. Et on se rend compte une nouvelle fois que l'on replonge dans l'autoritarisme, soit des militaires qui naturellement n'avaient pas disparu, on savait bien qu'ils n'allaient pas disparaître de sitôt puisqu'ils verrouillent le paysage égyptien depuis très longtemps, soit à nouveau des islamistes, et donc c'est entre la peste et le choléra. Oui, mais il y a quand même, excusez-moi, un mouvement de démocratisation. Tout ça, c'est pas des gens qui fonctionnent comme des moutons. C'est pas des gens qui fonctionnent comme des moutons. Mais ils n'apparaissent pas. Non, mais ça va mettre du temps. Si on regarde le résultat des élections, alors effectivement, Shafik et Morsi sont arrivés en tête. Mais les voix recueillies par le candidat islamiste, libéralo-dissident, atypique, etc., Foutou, et celui du candidat nassérien dont j'ai oublié le nom, Hamdine. Voilà, Hamdine, font quasiment ensemble, quasiment 40%. Et globalement, ce qui était le mouvement démocratique des révolutionnaires, ceux qui avaient l'espoir d'une autre Égypte, ont voté l'un et l'autre sur ces deux candidats. Donc, si on regarde les choses, au-delà de l'arithmétique... C'est 40% finalement pour le vote révolutionnaire. Il y a eu un éclatement, parce que c'était les premières élections libres, il y a eu un éclatement du vote, mais globalement, il y a un bloc consistant qui s'est exprimé dans les urnes, qui peu ou prou est la représentation de ce mouvement. Qui représente à peu près 40%. Il y a un danger islamiste, on est bien d'accord, mais c'est pas en disant les islamistes ne peuvent pas participer à la vie politique, c'est une régression qu'on réglera le danger islamiste. La deuxième chose, c'est que l'Égypte d'aujourd'hui et la Tunisie d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec ce qu'était la Tunisie et l'Égypte il y a 1 an et demi. Liberté de la presse, liberté d'expression, de manifestation, concours politique, élections. Ils organisent des élections dans un pays comme l'Égypte. 80 millions d'habitants divisés arrivent à organiser des élections. Alors peut-être qu'il n'y aura pas de deuxième tour, mais c'est un progrès. On ne peut pas leur dire c'est pas un progrès. Il faut dire c'est un progrès. Il y a quand même une majorité qui devrait se dégager, qui est donc frères musulmans, 40% Parlement, salafistes, on les retrouve 25%, ça fait 65%. Donc la logique voudrait que le pouvoir soit entre les mains de ces gens-là. Mais j'ai quand même perdu entre le Parlement et aujourd'hui, les islamistes ont déjà perdu 25%, une part de leurs réserves. On parlait de 50% législatif, 25% quoi qu'il arrive, je pense qu'il y aura une confrontation, qu'il y aura peut-être même une deuxième révolution, parce que je ne vois pas dans ce pays l'armée qui est au pouvoir depuis 1952 le lâcher. Et je pense que les militaires vont s'accrocher. Et qu'au milieu de tout cela, le peuple en aura le marre entre les militaires et les frères musulmans, qui ne font peut-être pas tout à fait l'unanimité dans toutes les couches sociales, mais je pense qu'on va au devant du pire. On va avoir une situation qui va se détériorer considérablement dans les semaines qui viennent, avec peut-être pas le deuxième tour de l'élection, mais je crois que c'est très inquiétant.
En tout cas, Yvan Rioufolle, on peut peut-être compter sur ces révolutionnaires de Tahrir qui ont déjà fait tomber un despote pour rester justement vigilants sur l'état, en tout cas, de la démocratie, en tout cas les avancées de la démocratie. C'est que notre place est avec eux. La place de l'Europe, la place des démocraties et la place du monde libre, pour reprendre cette vieille expression, est auprès de ceux-ci. Il faut les aider naturellement. Et je ne veux pas être pessimiste à l'outrance, mais simplement, si je regarde pour l'instant les faits, et les faits pour l'instant ne sont pas réjouissants. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de notre Semaine dans le Monde. Nous parlerons des législatives en France et du cas Valérie Trierweiler, la compagne de François Hollande, qui veut poursuivre sa carrière de journaliste. Valérie Trierweiler est-elle une femme normale? A tout de suite. Regardez France 24 gratuitement et en direct sur votre téléphone portable. Partout dans le monde. Sur la plupart des mobiles. Vous avez des ministres, certains se faisaient la bise. Quel que soit votre opérateur. Ils ont l'air très heureux d'être ici, très émus. Retrouvez France 24 en 3 langues et en direct. Rendez-vous sur notre site france24.com, rubrique mobile. Recevez gratuitement l'application pour regarder France 24 en direct et ne rien rater de l'actualité internationale sur votre mobile.